Ce garçon vivait enfermé dans sa chambre, car son père et sa belle-mère étaient insupportables. Ses camarades de classe y avaient trahi et le harcelaient désormais. Pour échapper à ses souffrances, il s'enfermait dans sa chambre et passait son temps libre à jouer aux jeux vidéo, devenant ainsi le meilleur joueur de Minecraft que le monde ait jamais connu. Elle rayait des cartes pour un jeu, bâtissait des mondes où personne ne pouvait l'atteindre. Jusqu'à cette nuit où un portail de feu s'ouvrit en plein milieu de sa chambre. Des flammes surgit Baphomet, un des démons les plus puissants des enfers. Sa proposition était simple, Enfer était surpeuplé et nécessitait une extension. Il voulait que Seung-ji soit l'architecte du 20e enfer. En échange, il lui offrait le pouvoir d'y envoyer directement tout traître. Seung-ji accepta sans hésiter. Il choisit la trahison comme thème. Il bâtit un piège inéluctable, et lorsqu'il fut prêt, il s'en prit un à un à ceux qui l'avaient détruit. Le garçon qui avait passé des mois enfermé dans sa chambre possédait désormais une clé et savait précisément quelles portes ouvrir. Ses amis traîtres seraient les premiers à payer. Après cela, peut-être commencerait-il à changer le monde sans reproduire les erreurs de Kira. Tout a commencé quelques jours plus tôt. Yeom Seung-ji avait 18 ans et vivait dans une chambre qui ressemblait davantage à un entrepôt abandonné. Fenêtre d'ose, une chambre de gamer solitaire. Dehors, son père frappait à la porte en criant et exigeant qu'il sorte. Mais son père est justement une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas partir. La femme qui l'accompagnait essayait de le calmer, lui demandant d'être patient. Elle avait emménagé juste après le départ de la mère de Seung-ji et se souciait visiblement davantage de son propre avenir que du garçon enfermé dans sa chambre. Peu après, elles partirent dîner, laissant ainsi un peu plus de temps à leur fils. Seung-ji entendit tout depuis l'intérieur de la pièce. Peu après, son téléphone vibra. C'était un message de Kim Sang-won, sa suspension était levée et il pouvait retourner à l'école pour se faire tabasser à nouveau. 3 mois plus tôt, dans un lycée coréen, un garçon leva le poing et asséna un coup violent à un dev, l'envoyant valser. Le reste de la bande observe et se moque du garçon qui se fait battre, mais l'un d'eux semble éprouver de la culpabilité. Le garçon qui a reçu le coup est Yeom Seung-ji, et le chef de la bande lui ordonne de se relever pour pouvoir le frapper à nouveau. Yeom Seung-ji rampe vers Seung-wan, le garçon qui paraissait si mal à l'aise, et le supplie de l'épargner, car ils sont amis depuis l'école primaire. Il regarde son vieil ami étendu au sol et se remémore le passé, mais il est vite ramené à la réalité lorsque le chef de la bande lui demande s'il était vraiment ami avec un minable pareil. Alors c'est pour ça qu'il n'a pas pu frapper le gamin et qu'il a fait le lâche, remarque-t-il. Pour préserver sa réputation, au lieu de sauver son ami, Seung-wan décide de lui donner un coup de pied. Il persiste dans sa comédie, affirmant qu'ils n'ont jamais été amis. D'où lui est venue cette idée saugrenue? Seung-wan le frappe sans relâche. Les deux autres ne cessent d'attiser son humiliation. Malgré ses bleus et ses ecchymoses, Yeom Seung-ji reprit la parole et lui dit de ne plus jamais l'appeler son ami. Deux ne voulaient pas finir comme lui. Revenant au présent, il était toujours absorbé par son jeu. Il était tout à fait logique qu'il souhaite rester isolé. Sur son écran, le jeu lui demande s'il veut sauvegarder la carte Elcraft. Il clique sur « Oui » et décide de l'importer dans le jeu. Pendant le chargement, il en profita pour examiner certaines caractéristiques de la carte. Du moins, dans le monde qui se reflétait sur son écran, il n'était pas trahi. Le jeune homme publia le lien vers la nouvelle carte sur le blog du jeu. Peu après, plusieurs utilisateurs lui envoyèrent des messages de remerciement pour cette création. Allongé dans son lit, Yeom Seung-ji tentait de se convaincre que cela lui suffisait. Mais même s'il voulait croire que rester dans sa chambre et dessiner des cartes lui suffisait, ce n'était pas vrai. En réalité, il se sentait seul et craignait d'être à nouveau trahi s'il sortait. Après un moment de sommeil, il se releva. Son père et cette femme dormaient probablement déjà. Il retourna à l'ordinateur pour consulter les avis sur la carte qu'il avait créée. Là, les éloges se sont multipliés. Les utilisateurs appréciaient la difficulté et la qualité de ces cartes. Il était heureux de savoir que son travail plaisait. Soudain, une nouvelle notification apparut dans un coin de son écran. Le message était plutôt étrange. « Salut humain, je me suis bien amusé avec ce jeu. Il est vraiment à la hauteur de l'enfer. Pourrais-je vous parler en personne afin de discuter de la création de l'enfer ?» Yeom Seung-ji eut l'impression qu'un enfant l'invitait à un entretien d'embauche. D'ailleurs, comment allait-il pouvoir discuter en personne sans convenir d'un lieu? Une voix grave résonna dans l'obscurité. « Trouver l'emplacement d'un humain ne me demandera rien. » Ces mots furent suivis d'un claquement de doigts. Soudain, un portail de feu s'ouvrit dans la chambre de l'adolescent. Stupéfait, il regarda cette lumière, croyant que sa chambre était en feu. Mais surgissant de nulle part, une silhouette commença à se dessiner au milieu des flammes, effrayant encore davantage Yeom Seung-ji. La voix grave du démon résonna dans la pièce tandis qu'il se présentait. Il déclara être le maître du 20e enfer sur le point d'être créé, et son nom était Baphomet. Le protagoniste laissa échapper un soupir. Sans aucun doute, la dépression et des mois d'isolement l'avaient finalement rendu fou. Il hallucinait désormais des fantômes. On entendit des pas, Baphomet s'approcha et le souleva par le bras, affirmant qu'il n'était ni un simple fantôme ni une hallucination. Il était venu pour exploiter le talent du garçon. Yeom Seung-ji était sous le choc. C'était bien réel. Il se dégagea de l'emprise du démon et tenta de reculer, mais Baphomet lui ordonna de se calmer, car sinon, il lui arracherait le cerveau et le dévorerait pour absorber tout son savoir. Assis là, comme lors d'un entretien d'embauche,
Les deux se fixèrent du regard tandis que le garçon ouvrait une canette de soda. « Alors, c'était un vrai démon ?» demanda le garçon. Baphomet répondit qu'il n'était pas seulement réel, mais qu'il était un démon de haut rang. Comme si de rien n'était, il but à la canette de soda, et Yom Seung-ji lui demanda s'il avait vu la carte Elcraft qu'il avait créée. Baphomet répondit par l'affirmative et ajouta qu'il était impressionné par son talent. Cette carte n'avait rien d'exceptionnel, pourtant, malgré son caractère inéluctable, il avait réussi à créer l'illusion d'une lueur d'espoir, un faux espoir savamment orchestré comme un piège destiné à tourmenter les joueurs. Malgré sa cruauté, la carte conservait une certaine dignité. Yom Seung-ji le regarda, se disant qu'il l'avait créée sous l'impulsion d'un ressentiment profond. Le démon expliqua que l'enfer commençait à manquer de place et qu'il fallait l'agrandir rapidement. Baphomet avait été choisi pour régner sur ce nouvel enfer, et c'est pourquoi il voulait que Yom Seung-ji en soit le créateur. Il souhaitait que ce nouvel endroit ressemble à Elcraft, voire soit pire encore. Le garçon y réfléchit longuement, mais il n'avait aucune intention de s'impliquer avec le démon, il voulait simplement continuer à vivre comme il le faisait, au milieu de toute cette désolation. Comment pouvait-il se contenter d'une vie aussi misérable ? Se demanda Baphomet. Il lui restait encore une proposition à faire. Avec la projection d'un nouvel enfer, il faudrait effectuer des tests avant l'ouverture officielle. Cette information piqua un peu plus la curiosité du garçon. La proposition finale était donc la suivante. S'il créait cet enfer, il aurait toute latitude pour y emprisonner le pécheur de son choix. Ceux qui l'avaient trahi, ne souhaiterait-il pas les envoyer dans un enfer qu'il aurait lui-même créé ? Il semblait que Yom Seung-ji ait pris sa décision. Rongé par la faiblesse et la haine envers ceux qui l'avaient lésé, il décida de devenir le nouveau créateur et accepta la clé qui lui était offerte. Si accepter de créer un enfer lui permettait de se venger de ses vers, il était prêt à tout. Sans hésiter une seconde, il s'empara de la dé, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Baphomet joignit les mains, et dès cet instant, leur pacte fut scellé. À ces mots, Yom Seung-ji céda à ses faiblesses et à son ressentiment. Sans hésiter, il accepta l'offre et conclut un pacte avec le diable. Baphomet lui demanda quel genre d'enfer il souhaitait créer, car pour cela, deux éléments essentiels étaient nécessaires. Le garçon demanda de quoi il s'agissait. La première chose qu'il fallait, c'était que l'enfer ait un crime pour thème, comme l'enfer de l'avarice, l'enfer du mensonge, entre autres. Il lui faudrait donc trouver un autre péché ou crime à utiliser, puisque l'avarice et le mensonge existaient déjà. Il lui faudrait trouver un thème principal concernant les personnes qu'il voulait punir. La seconde règle était que l'enfer devait avoir une architecture inéluctable. Son but était de torturer ses damnés éternellement. Si Am parvenait à s'échapper, cet enfer disparaîtrait et son maître serait condamné à mort. Autrement dit, si l'enfer créé par Yom Seung-ji comportait la moindre faille, Baphomet en serait tenu pour responsable. Mais il n'avait rien à craindre, répondit le démon. Si une faille apparaissait et qu'il venait à mourir, il s'assurerait d'abord de détruire l'âme du jeune homme. Yom Seung-ji déglutit difficilement. Bon, il était temps de commencer. Baphomet claqua des doigts, et tout autour d'eux se mit à changer. Les nuages devinrent rouges, des éclairs zébrèrent le ciel de la ville. Un éclair frappa la maison du jeune homme et endommagea son ordinateur. Peu à peu, le jeu sur son écran commença à se transformer. Tandis qu'il programmait le nouveau lieu, les subordonnés du démon le construisaient en temps réel. Il semblait que tout, dans l'ordinateur de Yom Seung-ji, fût entièrement connecté à l'enfer. Il était temps pour cet humain de montrer ce dont il était capable. Un panneau de chantier fut installé, et Baphomet observa calmement le déroulement des événements. Il semblait avoir beaucoup apprécié ce soda. Il enchaîna les vers. Ses subordonnés semblaient prêts à commencer les travaux. IS attendait simplement l'ordre de Yom Seung-ji. Une flèche apparut, et le contremaître donna le signal aux petits sbires. Ils se dirigèrent tous vers un endroit où ils commencèrent à construire, bloc par bloc. Pendant ce temps, Baphomet observait l'humain dans sa chambre. Depuis la conclusion du contrat, 7 jours, 4 heures et 37 minutes s'étaient écoulés dans le monde des humains. Cet humain, sans même avoir bien dormi, était en train de créer un magnifique château, à première UE. Cet humain était-il spécial, ou était-ce sa haine qui le rendait spécial ? Se demanda le démon. Il avait sans aucun doute fait le bon choix. Sur l'écran de Baphomet, il entendit Yom Seung-ji annoncer que le projet était terminé. Il applaudit et le félicita. L'humain avait créé l'enfer qu'il désirait, plus vite que prévu. Il ne lui restait plus qu'à choisir un nom. Et Yom Seung-ji répondit, trahison, ce serait l'enfer des traîtres. Sur l'écran de l'ordinateur, la même question apparut de nouveau, une question à laquelle il était déjà habitué. Il cliqua sur oui, et la nouvelle carte, l'enfer des traîtres, fut enregistrée. Elle se leva et, après tant de mois, quitta sa chambre et aperçut sa belle-mère dans la cuisine. L'heure de la vengeance avait sonné. Baphomet lui rappela qu'il ne pouvait envoyer en enfer que ceux qu'il avait créés, ceux qui avaient commis le péché de trahison. C'était l'une des conditions de son fonctionnement. Il avait compris que si ces conditions n'étaient pas réunies, le dispositif ne fonctionnerait pas. Mais si la clé réagissait, elle ouvrirait les portes de l'enfer et y entraînerait tous les pécheurs. Le jeune homme s'approcha de sa belle-mère, qui était distraite, prenant des photos de son nouveau sac à main. « Tiens, regarde qui sort de son trou. Tu devrais prendre une douche, dit-elle. Tu pues comme ta mère, ajouta-t-elle. Yom Seung-ji regarda la clé dans sa main.
Le choix était difficile. L'enfer étant une création si récente, aucun péché n'avait pu être commis durant ce laps de temps. Deux devraient sans doute patienter quelques jours, mais sa belle-mère, toujours aussi odieuse, lui demandait pourquoi il devait sortir de la pièce en sa présence. Pendant ce temps, elle choisissait la photo de sac à main qu'elle allait publier. Plus elle se plaignait, plus il avait envie de l'envoyer en enfer sur le champ, car elle était sans conteste une moins que rien qui méritait de souffrir. À 23 ans, sa mère avait été vendue dans le cadre d'un mariage arrangé entre familles. À cause de cela, la pauvre femme avait subi les mauvais traitements des proches de son mari toute sa vie. Malgré tout, elle souriait toujours à Yom Seung-ji lorsqu'il était près d'elle. Tout avait mal tourné. C'était sans doute elle qui aurait dû le plus pleurer, et pourtant, elle gardait le sourire. Yom Seung-ji ne supportait plus d'entendre les disputes et de voir sa mère arriver ensuite, blessée, commis de rien n'était. Mais finalement, elle a été mise à la porte. Si cela avait été par amour, ça aurait été moins rageant. Il a été remplacé par une jeune femme visiblement uniquement intéressée par l'argent. Le pire, c'est que Yom Seung-ji l'entendait dénigrer son père auprès de ses amis, et cette vipère ne s'en cachait même pas, allant jusqu'à le menacer. S'il ne voulait pas être mis à la porte comme sa mère, il avait intérêt à se taire. Elle n'était qu'une parasite qui voulait se gâter aux dépens des autres, quitte à détruire une famille. Yom Seung-ji resta là, tandis qu'elle s'irritait de plus en plus. Deux prit alors son courage à deux mains et lui demanda combien elle était prête à accepter pour quitter son père. La femme le regarda, déconcertée par cette question soudaine. Il lui dit qu'elle n'avait pas à faire semblant devant lui. Il était évident qu'elle n'était avec son père que pour l'argent. La belle-mère se sentit insultée. Pour qui se prenait-il, ce gamin? Mais il fit alors une proposition inattendue. Les 100 millions que son père avait gagnés et qu'il avait mis de côté pour ses études, il savait exactement où son père rangeait le carnet d'investissement. Au total, cela représenterait environ 1 milliard de wons. Ses yeux s'illuminèrent de convoitise à ces mots. Si elle ne le croyait pas, il pouvait le lui prouver. Encore sceptique, la belle-mère se leva pour le suivre et le regarda ouvrir le coffre-fort. Jusque-là, elle n'avait envisagé que de s'offrir quelques objets de luxe, peut-être même une propriété à son nom. Mais si ce que disait Yom Seung-ji était vrai, elle était à l'abri du besoin pour le reste de sa vie. Il finit d'ouvrir le coffre et les trouvailles étaient là, des lingots d'or, des carnets d'ordre et une belle somme d'argent liquide. Pour la convaincre, il en prit une partie et lui dit qu'avec cet argent, elle pourrait partir vivre sa vie à l'étranger si elle le souhaitait. Mais quelque chose la gênait. Pourquoi agissait-il ainsi, sans prévenir? Baphomet apparut, amusé par la scène. Il semblait que même une femme comme elle possédait encore un peu intuition. Que devait-il faire maintenant pour qu'elle accepte? Le moment décisif était arrivé. Sans trop d'efforts, Yom Seung-ji se mit à pleurer, disant qu'il voulait juste que sa mère revienne. Si cette femme partait, peut-être que sa mère reviendrait. Même le démon fut stupéfait par la performance du garçon. Il avait vraiment joué un jeu exceptionnel. Il s'était comporté comme un enfant, et c'était aussi facile que de voler un bonbon à un enfant. Elle s'empara de son sac et commença à le remplir d'argent. Comme prévu, elle tomba dans le panneau, telle une oie naïve. Le péché de trahison envers son père était ainsi consommé. Elle lui demanda les codes bancaires et de cartes, mais il répondit que ce ne serait pas nécessaire. Pas dans l'enfer où elle allait se retrouver. La femme se tourna vers lui, perplexe, et la clé se mit à briller. Yom Seung-ji l'inséra et le tourna. Un éclair traversa la pièce et une porte apparut. Un clic sinistre retentit, puis la porte s'ouvrit. Des tentacules écailleuses surgirent de nulle part et commencèrent à enchaîner la traîtresse, y entraînant droit en enfer tandis qu'elle hurlait de désespoir. Mais ses cris s'éteignirent dès que la porte se referma. Yom Seung-ji venait d'envoyer une personne vivante directement en enfer. Elle atterrit dans une pièce de béton, sans issue. Soudain, les murs commencèrent à se refermer, rendant l'espace de plus en plus exigu. Baphomet observait tout à travers son viseur. Il demanda à Yom Seung-ji s'il voulait vieillir, mais le garçon répondit qu'il avait un peu la nausée. Le démon lui demanda s'il se sentait coupable de ce qu'il avait fait, mais il fut pris au dépourvu en voyant Yuma rire. Yom Seung-ji se dépêcha d'enfiler son uniforme scolaire après une si longue période d'isolement, il était plus maigre que prévu. Le démon le fixa, incrédule. Moins d'une heure après avoir envoyé cette femme en enfer, il s'attaquait déjà à sa prochaine cible. En guise de réponse, le garçon déclara que tant qu'il aurait épée entre les mains, il continuerait à se battre. Après tout, un enfer vide n'était pas un véritable enfer. Agir ainsi par simple satisfaction personnelle pouvait paraître discutable, mais finalement, Baphomet dut s'y résoudre. Ce sont les cris des damnés qui règnent dans l'enfer réel, et le remplir d'âmes supplémentaires serait un acte de raffinement. Yom Seung-ji ferma son sac à dos et se prépara à partir. Cela fait 3 mois qu'il n'était pas allé à l'école, et sans hésiter, il quitta la maison en quête de sa prochaine victime. Peu à peu, y en faire de la trahison gagnait du terrain. C'était plus excitant qu'il ne l'avait imaginé. Déjà à l'école, dans la salle 2, au 4e rang, several personne regardait par la fenêtre. Quelqu'un a plaisanté en demandant s'il s'agissait d'une célébrité, et la personne a répondu que Yom Seung-ji était de retour. Personne n'en croyait ses yeux. Il était vraiment de retour. Mais n'avait-il pas abandonné l'école? Pourquoi était-il revenu? Se demandaient tous. Cependant, la véritable inquiétude était que chacun savait que la bande de l'école allait de nouveau en prendre à lui,
et comme prévu, il n'allait pas laisser passer son retour. Tout le monde savait que l'atmosphère dans la pièce allait de nouveau, ils étaient impatients de voir ce qui allait se passer et comment son retour allait tout bouleverser. Mais Yom Seung-ji avait un tout autre plan en TTE pour Kim Seung-wan et sa bande. Ils ouvrirent la porte, leur cible déjà en vue. L'idiot est vraiment revenu, a déclaré le chef. Ils l'ont encerclé, disant qu'il aurait dû prévenir. IS s'attendait à le voir arriver. IS lui aurait préparé un accueil chaleureux. Baphomet avait tout mal compris, croyant que Yom Seung-ji était populaire et une célébrité parmi les rêves. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Un des membres du gang jeta le cahier du protagoniste par terre. Il se plaignit, disant que grâce à lui, son dossier scolaire était désormais entaché. S'il causait des problèmes, il devrait payer. Si tu ne veux pas devenir le spectacle de tout le monde, tu ferais mieux de venir avec nous tranquillement, dit-il l'un des garçons. Ils se dirigèrent tous vers les toilettes des garçons, environ 5 contre 1. Quelle machination lâche! L'insupportable n'arrêtait pas de se plaindre de ses résultats scolaires. IS essayait de faire porter le chapeau à la victime pour l'agression de Yom Seung-ji, comme si Seung-wan n'avait été qu'un pauvre malheureux pris entre deux feux. Silencieux comme toujours, il resta muet en écoutant toutes ces inepties. Et comme prévu, le premier coup de poing l'atteignit en plein visage. Ce silence commençait à agacer le colosse. Baphomet observait le déroulement des événements comme s'ils se déroulaient sur un écran de cinéma. C'était donc ce qu'ils appelaient ACCL la victime. Vu la tournure des choses, il sera difficile de les amener à commettre le péché de trahison, commenta-t-il. Alors, que ferait finalement Yom Seung-ji? Il s'essuya la bouche de sang et son objectif était clair, les envoyer tous en enfer. Comme le démon l'avait prédit, il n'y avait aucune confiance entre lui et les brutes. Il ne pouvait donc pas manipuler un péché de trahison qui le concernait directement. Mais les humains avaient toujours utilisé des armes pour abattre des créatures bien plus grandes qu'eux. Il lui suffisait d'utiliser son intelligence. Et pour cette chasse, l'arme la plus efficace qu'il pouvait employer était en réalité d'une simplicité déconcertante. La bande se moqua de lui lorsqu'ils le virent fouiller dans sa poche, croyant qu'il avait un couteau pour se défendre. Mais à la surprise générale, il en sortit $5000. Il comptait bien utiliser le pouvoir de l'argent contre le groupe. Mais il n'y avait aucune raison de tenter de les corrompre. Is pourrait tout simplement le tabasser et prendre argent après. J veut bien me faire tabasser, ça ne me dérange pas. Mais c'est vraiment injuste de votre part de faire ça, a-t-il dit. Baphomet était ravi de la tournure des événements. Yom Seung-ji jeta la liasse de billets par terre. Outre la correction, il n'avait qu'une seule requête à formuler. Seung-wan serra les dents et lança l'attaque, mais fut stoppé net. Le chef déclara qu'il fallait l'écouter. Après tout, il y avait de l'argent en jeu. Tout comme les personnes recherchées, ils avaient mordu à Yamson. Deux se baissa et ramassa l'argent en disant que s'il a réussi à remettre 5000 livres sterling aussi facilement, il en avait probablement bien plus en réserve. Alors, que désirez-vous? Demanda-t-il. Il regarda Kim Seung-wan et leur dit qu'il voulait qu'on le tabasse. Tous les regards se tournèrent vers le garçon de tout à l'heure, désormais sous le choc. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait encore plus d'argent en poche. Détruisons Kim Seung-wan, qui m'a trahi alors que nous étions encore amis, dit Yom Seung-ji. Son piège était tendu. L'heure de la chasse avait sonné. Un rire retentit. Peut-être que cet idiot est finalement intéressant, dit le chef. Il fourra l'argent dans sa poche. Il a félicité Kim Seung-wan pour sa dernière tentative de déni, mais il semblait qu'au final, les deux hommes étaient bel et bien amis. Une petite revanche. Considérez les prochaines minutes comme telles, a-t-il ajouté. Le grand Costoda essayait de retenir le garçon, mais celui-ci a esquivé son bras. De quoi tu parles? Deux a essayé de se défendre. On n'a jamais été amis. Pourquoi fais-tu confiance à une ordure comme Yom Seung-ji? Une ordure? On prend juste un peu d'argent à un ami. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre? Répondit le chef sans vergogne. Kim Seung-wan n'en croyait pas ses oreilles. Il lança un regard furieux au garçon étendu au sol. Deux y attrapa par le col, lui demandant pour qui il se prenait pour l'entraîner dans un tel pétrin, et comment il osait faire ça à un ami. De quel genre d'ami parlait-il, au juste? Mais Yom Seung-ji se reprit aussitôt. Étant amis d'enfance, il était normal qu'ils traversent cette terrible épreuve ensemble. Le garçon aux cheveux bruns, furieux, voulut frapper le protagoniste, mais fut arrêté. Quelqu'un l'attrapa par le col et le projeta violemment au sol. IS avait été payé pour cela. Et elle était MPS de s'acquitter de leur tâche. Il tenta de négocier le prix unitaire pour savoir combien il en faudrait pour atteindre 5000. Et Yom Seung-ji accepta l'idée de 500 ris par coup de poing, soit une dizaine de coups. Sans attendre une seconde de plus, ils commencèrent à compter les coups sous ses yeux. Voilà donc ce que les gens ressentaient en voyant d'autres personnes subir une telle humiliation physique. Le bruit était plus faible que lorsqu'il se souvenait d'avoir été battu. C'est agaçant, pensa-t-il. Pourquoi ces types trouvaient-ils ça si amusant? Il sortit la clé de sa poche, semant la discorde au sein du gang et les poussant à la trahison. C'était une démarche très différente de celle qu'il avait entreprise avec sa belle-mère, remarqua Baphomet. L'humain. Il s'apprêtait à ouvrir le portail et attira l'attention du gang. IS furent comme piqués au vif. Ils se tournèrent tous vers Yom Seung-ji. Ils lui demandèrent ce qu'il faisait, et le protagoniste répondit simplement qu'il était MPS de mettre leur courage à l'épreuve. Il inséra la clé, et le portail commença à se former.
Il se retourna et la porte de fer s'ouvrit. Les tentacules réapparurent et les attrapèrent un à un. Tous furent entraînés à l'intérieur, mais un d'eux tenta encore de s'accrocher. Mais Yom Seung-ji ne montrerait aucune pitié, car le leader était considéré comme un démon par les autres élèves. Les images de ce qu'il lui avait fait lui revinrent en mémoire. Chaque humiliation, chaque coup de poing, chaque instant de torture psychologique. Ce déchet allait se sentir comme chez lui. Il arracha le dernier doigt du chef qui retenait la porte et le dévora entièrement. Il ne restait plus que Kim Seung-wan, tremblant comme une feuille. Yom Seung-ji se tourna vers son ancien ami. Baphomet les observait, intrigué. Le protagoniste s'approcha lentement tandis que l'autre reculait, effrayé. N'était-il pas curieux de savoir ce qui venait de se passer? Demanda-t-il. Cela pouvait paraître incroyable, mais il venait d'ouvrir les portes de l'enfer. Il avait reçu la clé quelques heures auparavant. Kim Seung-wan demanda alors s'il était épargné. À cet instant, de lointains souvenirs d'enfance lui revinrent en mémoire. C'étaient des jours si tendres et heureux. Revenant à la réalité, il ignorait ce que l'autre pensait de lui à présent, mais malgré tout, il le considérait toujours comme un ami. Alors, la raclée qu'il avait reçue auparavant, c'en était assez. Kim Seung-wan a dit que les autres ne le croiraient peut-être pas, mais qu'il avait lui aussi eu peur de ces types. Entendre cela fut un soulagement. Il pourrait peu à peu renouer leur amitié d'antan. Le protagoniste s'apprêtait à partir lorsqu'il laissa tomber la clé par inadvertance. En la voyant, Kim Seung-wan se souvint des paroles de son ami et du pouvoir de cette clé. Sans hésiter, il se précipita vers la clé et la ramassa. « Espèce d'idiot, arrête de faire le malin après les avoir envoyés me tabasser », s'écria-t-il. Mais lorsqu'il ouvrit la main pour examiner la clé, il constata qu'il s'agissait d'une simple clé. Yom Seung-ji avait délibérément laissé tomber sa dé de chambre. La vraie était encore dans sa main. Il avait définitivement perdu toute chance de rédemption, et un pécheur de plus était entraîné dans l'enfer de la trahison. Baphomet applaudit. Quel spectacle! Plein de rebondissements jusqu'au bout. Mais il précisa que le dernier n'était pas un piège, mais une épreuve. Deux voulaient vraiment donner une chance à son vieil ami. Celui que l'avait trahi était désormais au plus bas. Enfin, en enfer, il n'y avait pas vraiment de fond. Tout le monde souffrait de la même manière. Mais les choses allaient bientôt redevenir ennuyeuses. Deux était temps de semer un peu plus le chaos en enfer. Yom Seung-ji se lava le visage, encore sous le choc de sa nouvelle réalité. Le démon fit remarquer qu'il ne parvenait pas à le cerner, ce qui l'intrigua beaucoup. Lorsqu'il avait envoyé sa belle-mère en enfer, il l'avait pris pour une créature maléfique et vengeresse. Mais lorsqu'il aperçut son camarade, il laissa libre cours à ses émotions, comme s'il était révulsé par son propre acte. Certes, il était le dernier à le juger pour cela, mais certains pourraient se sentir étouffés. Yom Seung-ji coupa l'eau et dit à Baphomet qu'il pouvait se détendre. Il ne laisserait rien de tout cela le perturber. Ce malaise qu'il ressentait n'était pas dû à la pitié ou à la culpabilité. Il se sentait pitoyable de ne pas avoir effacé plus têté la mémoire de ses traîtres, de les avoir laissés tout gâcher. Cet humain le surprenait de plus en plus. Baphomet était profondément impressionné. Il avait fait le bon choix. Le soleil se couchait sur la ville et il était enfin chez lui. Mais tout n'était pas parfait. Après tout, un démon, la TTE dépassant de la fenêtre du salon, était installé de façon pour le moins insolite. Il semblait observer un homme entrer dans le bâtiment. Dès qu'il fut certain de son identité, le démon annonça que le père de Yom Seung-ji venait d'arriver. Le jeune homme resta silencieux, plongé dans ses pensées. Baphomet était impatient de découvrir le prochain piège qu'il allait tendre, car il était clair qu'il n'y avait plus aucune confiance en son père, vu son isolement depuis près de 6 mois. Et le piège de l'argent ne fonctionnerait pas, puisque l'argent utilisé appartenait au vieil homme. Yom Seung-ji a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser ce genre de piège. Il savait pertinemment que ça ne marcherait pas. Ils entendirent tous deux quelqu'un ouvrir la porte et entrer dans l'appartement. Baphomet n'attendait qu'une révélation. La porte s'entr'ouvrit. Deux semblerait que le père de Yom Seung-ji possédait une petite compagnie d'assurance aux tarifs exorbitants. Autrement dit, il gagnait sa vie en refusant d'indemniser les personnes qui payaient régulièrement leurs primes d'assurance. Son père arriva et lui demanda à qui il parlait. Comme si ce n'était pas assez d'être enfermé dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo, maintenant tu deviens schizophrène, s'exclama-t-il. On dirait que tu deviens un raté, comme ta mère, ajouta le vieil homme. Yom Seung-ji regarda la clé qui brillait dans sa poche et la présenta à Baphomet. Comme il l'avait dit précédemment, il était inutile de tendre un piège à son père. Une autre victime venait d'être trahie par cet homme. En entendant les paroles de son fils, le vieil homme s'apprêtait à lui donner une leçon. Mais avant qu'il ne puisse achever son geste de gifler, Yom Seung-ji activa le portail. Il se demanda pourquoi son père avait abandonné sa mère et pourquoi il était toujours si cruel envers son propre fils. Il semblait que son habitude de bafouer les droits des autres ait fait de la trahison un réflexe. Le jeune homme termina de tourner la clé, et la grille de fer s'ouvrit de nouveau. Son père était complètement déconcerté. Il n'en fallut pas plus. D'un simple adieu, un autre pécheur était entraîné dans l'enfer qu'il avait lui-même accent aigu. Le vieil homme implora qu'on le laisse partir, mais son fils lui répondit que là où il allait, il n'y avait pas d'échappatoire. Les portes se refermèrent, ne laissant subsister que de faibles échos de cris provenant de derrière elle. Baphomet observait la prison où Homme avait été incarcéré. Mais hormis les sons diffusés par son écran,
Un silence absolu régnait dans la pièce. Yom Seung-ji se leva et s'approcha d'un cadre photo tombé de l'étagère. C'était une vieille photo de famille. Le démon lui demande si sa vengeance était terminée et quels étaient ses projets. Il était très anxieux. Sa vengeance était accomplie, et sans que personne ne s'attende à un tel retournement de situation, il déclara qu'il était temps de se rendre à la police. Arrivé au poste, il raconta aux agents tout ce qu'il avait fait, accompagné de Baphomet. Soudain, un portail s'ouvrit et l'un de ses subordonnés apparut. Lucifer semblait vouloir lui parler, probablement au sujet du nouvel enfer qui venait d'être créé. Il se leva et ouvrit le portail pour aller parler au chef. Le château du roi des enfers apparut, et un conseil composé de 11 démons attendait Baphomet. Les portes s'ouvrirent et il pénétra dans la grande salle. Une voix suave annonça que les 12 étaient désormais arrivés. Cette voix n'était autre que celle de Lucifer lui-même, le roi des enfers. Lucifer était assis sur son trône, observant l'arrivée du maître du 20e enfer. Baphomet observa la pièce, se demandant pourquoi les 12 démons, qui d'ordinaire ne s'en tenaient pas du tout, étaient réunis là. Lucifer l'invita à s'asseoir. Deux se dirigea vers sa chaise, mais avant de s'asseoir, il demanda une explication, puisqu'il était le dernier arrivé. Mais, sans la moindre patience, le roi lui ordonna de s'asseoir. Un cercle magique s'ouvrit et Baphomet fut aspiré jusqu'à son siège. Tous étaient assis là parce que Lucifer avait l'a ordonné. Personne n'était là de son plein gré. C'était Gargamel, un démon de haut rang. Deux semblaient qu'ils allaient discuter de nouvelles règles concernant les enfers, ce qui ne réjouissait aucun des démons présents. Le roi affirma avoir donné à chacun d'eux l'occasion de créer son propre enfer. Mais, comme pour tout contrat, il n'avait jamais prétendu que chacun d'eux deviendrait propriétaire de cet enfer. Autrement dit, il n'avait jamais promis que l'enfer qu'il créerait deviendrait l'enfer officiel. Une femme nommée Lisanne se joignit à la conversation et déclara que les enfers qu'il créerait seraient désormais sous leur responsabilité, mais qu'il ne s'agirait pas d'enfer officiel. Exactement, répondit Lucifer, et le plus intéressant, c'est qu'aucun d'eux n'avait créé son enfer seul. Ils avaient tous engagé une personne de leur entourage pour les aider dans cette création. Baphomet pensait que les autres n'auraient pas eu la même intuition que lui, mais en réalité, c'était logique. Finalement, l'enfer le plus grandiose jamais créé était l'enfer de l'incrédulité, imaginé par Dante. Un humain. Un ciel étrange se mit à bouger, comme s'il voulait parler. Il s'agissait de Sasius, un autre démon de haut rang, qui voulait savoir ce que maître Lucifer avait en tête. Ce dernier répondit que c'était très simple, il choisirait le meilleur enfer pour l'intégrer à l'enfer officiel. Et les autres seraient exterminés. Tout le monde fut stupéfait d'apprendre cela, et leurs craintes se confirmèrent. Lucifer souhaitait un affrontement entre les créateurs de ces enfers. De retour au commissariat, Yom Seong-ji se trouvait désormais dans la salle d'interrogatoire. Il s'était rendu au commissariat pour semer la confusion dans l'enquête et avait signalé la disparition de son père et de sa belle-mère. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Un groupe des jeunes délinquants avait également été signalé disparu. Des parents désespérés suppliaient qu'on retrouve leurs enfants. Au final, 6 personnes avaient disparu dans le même quartier en une seule journée, et il qu'est le seul lien entre elles. Alors pourquoi n'avait-il pas agi avec plus de prudence dès le départ? Pourquoi avait-il tout fait d'un coup, en un jour ou deux seulement? L'explication était évidente, il était impossible de le faire condamner. Le seul lien était entre lui et les personnes disparues. Personne n'avait été vu ouvrir les portes de l'enfer, et encore moins de preuves telles que des armes ou des corps. Il existe toujours des liens entre des personnes disparues, mais la loi n'était pas assez simple pour condamner quelqu'un sur la seule base de celle-là. Yom Seong-ji sourit. Il serait probablement bientôt libéré. Le jeune enquêteur informa son supérieur que, malgré tous leurs efforts, il n'avait trouvé aucune preuve contre ce garçon. Que pouvait-il faire? Un amateur comme lui n'aurait pas pu dissimuler toutes les preuves sans laisser la moindre trace. Dans cette situation, la seule chose à faire était de relâcher le garçon, a déclaré le commissaire Park Sang-sik. Mais avant cela, il souhaitait lui parler une dernière fois et a demandé à son subordonné de couper le micro. Il ouvrit la porte de la chambre où se trouvait Yom Seong-ji et s'excusa pour tous ces événements, survenus juste après la disparition de ses parents. Park Sang-sik lança un piège, affirmant qu'il n'avait pas agi volontairement. Il était convaincu que le garçon n'avait tué personne. Yom Seong-ji garda le silence. Il n'avait vraiment tué personne, il les avait seulement envoyés en enfer. Il fut surpris d'entendre sa propre voix, car il était certain de l'avoir seulement pensé, et non prononcé. Mais devant lui, le détective tenait une étrange clé, semblable à la sienne. Park Sang-sik lui demanda s'il était surpris. Il semblerait que Yom Seong-ji ne soit pas le seul à avoir été choisi par un commandant venu des enfers. Le garçon était véritablement sous le choc. C'était la dernière chose à laquelle il s'attendait. Le détective a dit qu'il était surpris lui aussi, mais il ne s'attendait pas à ce qu'un aveu pareil soit obtenu aussi facilement. Il s'approcha de Yom Seong-ji, tandis que le jeune homme était plongé dans des pensées contradictoires. Son intuition semblait vraiment aiguisée, et il ne savait pas s'il était arrivé si près du but en sachant quelque chose, ou s'il avait
simplement tenté sa chance et avait pris au dépourvu. Mais, abstraction faite de tout et là, une chose était sûre. Tandis que les deux hommes se fixeraient du regard, Yom Seong-jae pensa que, si nécessaire, il n'hésiterait pas à envoyer cet homme en enfer comme les autres. Manipuler ce détective pour le faire passer pour un traître ne devrait pas être trop difficile. Soudain, un portail s'ouvrit et Baphomet apparut au beau milieu de l'interrogatoire. De l'autre côté de la pièce, un autre portail s'ouvrit et Gargamel fit son apparition. Yom Seong-jae fut stupéfaite de voir un autre démon. On dirait bien que nous nous sommes de nouveau rencontrés, dit Gargamel. Comme il pouvait le constater, les humains qu'ils avaient choisis s'étaient retrouvés. Le démon masqué déclara qu'il était bon qu'ils se soient revus, mais que Baphomet ferait mieux de surveiller son animal de compagnie, car il semblait que son petit génie était prêt à ouvrir les portes de l'enfer à tout moment. Le démon cornu dit à son humain de rester calme, les jeux n'avaient même pas encore commencé. Yom Seong-jae demanda ce qui se passait. Deux ne s'attendaient pas à ce qu'il existe d'autres humains comme lui. Baphomet répondit qu'il ne s'y attendait pas non plus, mais que, tout comme lui, il semblait que les autres démons utilisaient également les humains pour créer leurs enfers, et qu'un seul des 12 enfers ainsi créés serait vainqueur. Le jeu mortel allait donc bientôt commencer. Gargamel conseilla au détectiveur le garçon pour le moment, car s'il était libéré, il pourrait potentiellement s'en prendre à d'autres adversaires, réduisant ainsi le nombre de victimes. Nombre de concurrents. Le détective a déclaré qu'il avait déjà envisagé de le relâcher, car légalement, il n'y avait aucun moyen de prouver les rimes du jeune homme. De plus, il utilisait lui aussi des pouvoirs infernaux, ce qui faisait de lui un criminel autre que Yom Seong-jae. Baphomet ajouta qu'après tout, ils étaient humains, et que c'était justement ce qui les rendait utiles. Mais Gargamel avait raison. S'ils commençaient à utiliser leurs pouvoirs trop tôt, il leur serait difficile de survivre jusqu'à la fin. De toute façon, même s'il le permettait, Baphomet aurait encore beaucoup à expliquer à son humain. Le détective ouvrit la porte et ils sortirent ensemble. Yom Seong-jae sembla outré d'apprendre qu'il existait d'autres humains comme lui. Toujours dans la pièce, Yom qui tenait les mains de Park Sang-sik lui hâte qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Son enfer était bien meilleur que celui des deux autres. Pour l'instant, il se servirait des autres comme boucs émissaires et les vaincrait le moment venu. Park Sang-sik affirma qu'il ferait tout pour survivre jusqu'au bout, car ce n'est qu'alors qu'une société juste pourrait se former. La nuit était déjà tombée lorsque Yom Seong-jae rentra chez lui. Il s'effondra sur son lit, bouleversé à l'idée que cet homme avait non seulement découvert son pouvoir, mais qu'il était aussi un créateur d'enfer. Le jeune homme cria qu'il aurait pu être arrêté, ou pire, envoyé en enfer. Baphomet lui dit d'arrêter son cinéma, puisque c'était Yuma lui-même qui avait choisi de se rendre à la police. Yom Seong-jae tenta de se dédouaner, accusant Baphomet de ne pas l'avoir informé de l'existence d'autres humains comme Yui, mais avant qu'il puisse continuer à se plaindre, le démon l'attrapa par le visage et le plaqua contre le mur. Yom Seong-jae avait intérêt à faire attention à ses paroles. Il n'avait pas affaire à n'importe qui, mais à un démon supérieur capable de lui voler son âme en un clin d'œil. Le garçon déglutit difficilement, et Baphomet le lâcha. Le démon était tout aussi furieux, car il ignorait que Lucifer avait ordonné aux autres démons de créer eux aussi leurs propres enfers, et encore moins qu'il leur demanderait de s'affronter pour déterminer lequel était le meilleur. Sa rage face à la décision de Lucifer était plus qu'évidente. Yom Seong-jae s'enquit du jeu mortel, cherchant à confirmer si le but était simplement de survivre jusqu'à la fin. Baphomet lui demande alors s'il se croyait vraiment capable d'y parvenir. Mais d'abord, le jeune homme devait apprendre les règles du jeu et ce qui s'était passé lors de son interrogatoire au commissariat. Le démon acquiesça et proposa de lui expliquer. Il porta 2 doigts aux yeux de Yom Seong-jae, qui jura de douleur. Malheureusement, cette méthode était plus efficace que les explications. Tout s'obscurcit, puis une lumière apparut. L'image d'un homme commença à se former dans sa vision, et soudain, Lucifer apparut devant lui. Yom Seong-jae voyait tout en détail, comme s'il était présent à cet instant précis. Quelqu'un leva la main et déclara que la soif de guerre de Lucifer était une excellente idée. Cet homme était l'âme, l'aigle flamboyant. Mais pour se préparer, poursuivit, il devait connaître les règles du jeu. Élément, c'était que les humains élus s'affrontent et s'envoient mutuellement en enfer. Vous ignorez le péché qui vous vaut la damnation éternelle, tout comme vos humains l'ignorent. Manipulez vos élus et incitez-les à tendre des pièges pour y envoyer leurs adversaires. En d'autres termes, ce serait une sorte de jeu de chat où l'on ignore l'identité de ses ennemis, et où le dernier survivant l'emporte, expliqua l'âme. Lucifer approuva les propos du démon. Ainsi, il pourrait déterminer quel enfer était véritablement universel et à quel point un enfer créé par un humain pouvait être unique. L'âme leva de nouveau la main et demanda s'il y avait d'autres règles. Le roi répondit qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur propre pouvoir démoniaque pour aider les humains. Toute autre méthode était autorisée. Du moment que ce sont les humains qui s'envoyaient mutuellement en enfer, la vision se dissipa et il revint à la réalité. Il comprenait maintenant pourquoi ce jeu s'appelait le jeu de la mort, il n'avait pas le choix. Même s'il n'était pas le chasseur, quelqu'un finirait par le traquer. Baphomet acquiesça, ajoutant que cette règle s'appliquait aussi à lui. Après tout, les démons sont liés à leurs enfers respectifs par Ontra, ce qui signifie que, comme les humains, tous les démons cesseraient d'exister, à l'exception d'un seul.
C'était vraiment beaucoup d'informations à assimiler. Mais en vérité, Yom Sung-jae se fichait éperdument de la vie de Baphomet. Même s'il se retrouvait dans l'enfer d'un autre, il le considérait comme un retour de karma. Une seule question l'obsédait, et il décida de demander à Baphomet ce qu'il adviendrait des prisonniers de son enfer s'il se retrouvait lui aussi emprisonné dans celui de son adversaire. La réponse était simple, ils disparaîtraient eux aussi. ILNY avait donc pas d'issue facile. Yom Sung-jae devait se battre jusqu'au bout, car il ne voulait pas que ces salauds emprisonnés connaissent une mort paisible. Baphomet frissonna à ces mots. Le jeune homme qu'il avait choisi était fou. Ne voulait pas survivre pour se sauver lui-même, mais pour s'assurer que ses pécheurs continuent de souffrir. Garantir la souffrance éternelle était l'essence même de l'enfer. Il était hors de question qu'il laisse son œuvre s'effondrer ainsi. À tort ou à raison, Baphomet était heureux d'avoir un humain comme lui à ses côtés. Devenir le maître d'un nouvel enfer n'était peut-être pas un rêve lointain après tout. Le démon tendit la main et déclara le reconnaître comme son partenaire, les deux hommes se saluèrent. Mais de loin, il semblait que quelqu'un les observait. Sade et son humain, ou Min-chae, se tenaient sur le toit d'un immeuble et les observaient à distance. Les jeux allaient enfin commencer. Yom Sung-kui écrivit les règles sur une feuille de papier. En résumé, il y avait 4 règles. Règle numéro 1, la victoire est acquise qu'un créateur emprisonne fautre. Règle numéro 2, les démons peuvent apporter leur aide, mais sans utiliser leur pouvoir. Règle numéro 3, les moyens sont permis. Et la 4e règle stipule que le processus se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul vainqueur. À moins que Lucifer n'ait changé Davis et ajouté d'autres règles, telles étaient les conditions. La première question se posait donc. Dans quelle mesure les démons pouvaient-ils nous aider? Outre leur pouvoir autoritaire, de quelles autres capacités disposaient-ils? Demanda Yom Sung-jae. Eh bien, le pouvoir autoritaire était celui que Lucifer leur avait conféré, comme la capacité de traverser les portails, le feu infernal qu'ils pouvaient projeter de leur corps et le pouvoir de commander aux démons inférieurs. Mais outre ce pouvoir autoritaire, chaque démon possédait une capacité unique, celle avec laquelle il était né. Intriqué, Yom Sung-jae demande quel était le pouvoir inné de Baphomet. Ce dernier répondit qu'il pouvait détecter la mort. Depuis son enfance, il avait toujours été capable de pressentir la mort imminente et de guider les mourants l'enfer. Intriqué, le garçon demanda s'il pouvait lui expliquer plus en détail le fonctionnement de ce pouvoir. Soudain, la sonnette retentit. Yom Sung-jae n'attendait personne. Il répondit à l'interphone et vit qu'une jeune fille était à sa porte. Elle dit avoir quelque chose à lui montrer. Sans vraiment comprendre ce que cela signifiait, il répondit par l'affirmative. Soudain, elle commença à déboutonner son chemisier. Pris au dépourvu, Yom Sung-jae lui demanda ce qu'elle faisait et lui ordonna de partir avant d'appeler la police, puis raccrocha l'interphone. Baphomet passa la tête par la porte de sa chambre et une odeur nauséabonde commença à envahir l'espace. C'était l'essence même de la mort, comme il l'avait dit plus tôt. Cette femme à l'interphone était venue pour tenter d'ôter la vie à Yom Sung-jae. Le garçon fut surpris d'apprendre cela, mais il reprit rapidement ses esprits. Elle avait vécu reclus et n'avait rien fait qui justifie qu'un inconnu vienne le tuer, il n'y avait donc qu'une seule explication. Cette femme était sans aucun doute une créatrice de démons. Ou Min-chae prit la clé lumineuse dans sa poche. La réaction de Yom Sung-kui avait suffi à activer le péché de luxure. Elle remit la clé dans sa poche, il ne lui resta plus qu'à défoncer la porte et à envahir la maison pour envoyer son adversaire en enfer. Par précaution, la jeune fille consulta son démon, et Sadius se contenta d'acquiescer. Son sens de l'observation était vraiment incroyable. Il avait trouvé le créateur plus vite qu'elle ne l'avait prévu, et il n'était pas sorti, il lui suffisait d'entrer pour que tout soit fini. Ou Min-chae a élevé. Elle a pris son marteau et a commencé à le fracasser contre la porte. Yom Sung-jae était sidéré par l'audace de cette femme. Elle tambourinait littéralement à sa porte. Devait trouver rapidement un moyen de se défendre, car sa clé était sans aucun doute activée. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que le péché qui la liait était la luxure. On continuait de frapper sans relâcher à sa porte. Il prit ses clés et se mit à réfléchir à un plan. Lorsqu'il répondit à l'interphone, il ignorait qu'elle était aussi une de ses adversaires et ne put donc se préparer. Cet acte pouvait-il être considéré comme un péché de trahison? Baphomet lui expliqua que son action était encore trop superficielle pour être qualifiée de péché. Pour que la clé soit activée, l'adversaire devait renoncer à sa foi. De toute évidence, un acte aussi anodin ne constituait pas un péché de trahison, même s'il était intentionnel. Les règles de l'enfer étaient impitoyables, mais Yom Sung-jae semblait si calme que Baphomet lui demanda s'il avait encore un atout dans sa manche. Un autre coup de marteau résonna contre sa porte. Si l'autre personne avait déjà activé sa clé et comptait entrer, expliqua le protagoniste en s'approchant de la porte jusqu'à se tenir devant elle, il devait lui faire voir qu'il était capable de déchaîner son pouvoir dès l'ouverture. Le jeune homme s'assit devant la porte et avertit la femme dehors que si elle entrait, elle irait directement en enfer. D'abord déconcertée, elle comprit qu'il bluffait et continua de marteler la porte. La jeune fille confirma ce qu'il avait déjà deviné. Blé forçait le passage car elle avait déjà déclenché les conditions qui ouvriraient la porte de son enfer. Elle parvint finalement à briser la poignée. Yom Sung-jae lui adressa un second avertissement, lui disant que si elle s'en prenait à lui, elle tomberait directement dans son enfer.
Wu Minshai ne s'y attendait certainement pas. Il ne la suppliait pas pour sa vie, et il ne se cachait pas d'elle. Ce qu'il disait était-il vraiment vrai? Se demanda-t-elle. Comme prévu, elle tomba dans son piège comme un caneton. Il lui demanda si elle voulait savoir pourquoi il ne s'enfuyait pas et commença à lui expliquer que l'enfer dont il était responsable était l'enfer de l'invasion. Elle regarda par le trou de la porte et ils se fixèrent du regard. C'était, en réalité, un demi-bluff, mais il devait jouer avec les cartes qu'il avait. Rien dans les règles de Lucifer ne l'empêchait de mentir sur le thème de son propre enfer. Baphomet le regarda avec admiration. Malgré le peu de temps dont il disposait, il avait déjà réussi à lui tendre un piège. Mais, en tant qu'humain doté d'une grande intelligence, W. Minshai savait aussi qu'il y avait de fortes chances que ce soit un mensonge. La probabilité qu'il s'agisse d'un bluff était certainement supérieure à 90%. Mais si, au final, c'était sincère? Et si elle avait réellement ouvert la porte et déclenché le calvaire de Yom Sung-ji? Elle imagina ce scénario et se persuada qu'elle ne voulait pas que la partie s'arrête là. Un moment de silence suivit, tandis qu'elle envisageait toutes les issues possibles. Possibilité 1, insérer sa clé dans la serrure et activer son enfer. Mais cela pourrait aussi activer l'état de son adversaire. Possibilité 2, battre en retraite mais si elle agissait ainsi, autre joueuse ne se laisserait plus prendre au piège. Yom Sung-ji se souviendrait de cette attaque et connaîtrait la condition pour déclencher le piège de Wu Minshai. Autrement dit, un échec et mat potentiel, chaque option comportait un risque important. Que devait-elle faire? Yom Sung-ji semblait lire dans ses pensées, devinant tous les doutes et les possibilités qui la traversaient. Puis, il lui proposa une solution censée être avantageuse pour les deux parties, former une alliance.